Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Mes remerciements vont tout d'abord à mes parents et à ma grand-mère maternelle qui m'ont appris la droiture, la générosité, l'esprit d'ouverture sur les autres et l'envie d'apprendre. Nadia, Michael, Sarah et Adam sont ma source d'énergie et mon stimulant quotidien. Je remercie Gilles et Inès Bonafi pour tous leurs efforts au service de notre institut IEMEP et nos publications. Yves-Michel Padguet m'a prodigué conseils et soutien permanent au cours de mon parcours professionnel, qu'il en soit remercié. Michael accomplit à mes côtés un immense travail de communication et de diffusion de mes publications. Ma gratitude va à toutes les chaînes de radio et de télévision ainsi que la presse écrite qui m'ont fait confiance. France 24, Africa 24, BFM Business, Al Jazeera, Dubaï TV, Saoudia Al Ekbaria, Saoudia Al Iqtisadia, MBC, BBC, Qatar TV, Radio Monte Carlo Doualia, Radio Plus Maroc, Koweït TV, Medi 1 TV, Radio Atlantique, Radio Orient, Cara TV, TV Maroc, RT Maroc, 2M, Beurre TV, Radio Canada, Radio Soleil, Radio Algérie International, Radio Algérie 1, Tamazir TV, TRT Arabique, Liban TV. Enahar TV Algérie, M6 Radio Plus. Les origines de mes réflexions, souvent prémonitoires. Dès que j'ai obtenu, en 1982 mon DEA, diplôme d'études approfondies, option monnaie finance banque à l'université Paris-Tisse Nanterre, j'avais le souhait de connaître le monde économique réel et en même temps poursuivre mes études doctorales. Ainsi, j'ai mené de front une activité de développeur économique territorial dans plusieurs localités de la Seine-Saint-Denis et une thèse de doctorat de 3e cycle sur le thème « Taux de change, rôle économique de l'État » à propos de modèles, que j'ai soutenu en janvier 1987. Ensuite, j'ai poursuivi mes recherches universitaires en tant qu'enseignant dans différentes universités et grandes écoles, tout en poursuivant mon activité d'appui aux entreprises, des PME pour la plupart. En décembre 2000, j'ai soutenu une deuxième thèse de doctorat intitulée « Politique des taux de change au Maroc et en Algérie, une étude comparative ». En tant que conseiller des élus locaux dans le domaine du développement économique et la défense de l'emploi, j'ai assisté à la désindustrialisation du tissu économique de la région parisienne sans pour autant que cela profite à la province comme c'était voulu par la DATAR, délégation interministérielle à l'aménagement accompagner les sociétés parisiennes dans leur développement à l'international dans 62 pays répartis sur tous les continents. Introduction. La définition d'un taux de change exprimant la valeur relative des monnaies est une recherche d'un point d'ancrage qui se confond avec les fondamentaux. Les théories dominantes engagent une réflexion sur un taux d'équilibre qui est le plus souvent celui du marché. Les différentes versions de la parité des pouvoirs d'achat, PPA, orientent leurs investigations sur une définition du taux de change en termes de pouvoir d'achat de la monnaie lui assurant une stabilité, loin des fluctuations erratiques. Le débat tourne autour de la relation prix-taux de change. Le sens de causalité reste à définir de même que la vérification empirique de la PPA. La définition la plus séduisante est celle de Tsiang, 1959, qui suggère que la déviation d'un taux de change flottant par rapport à la PPA est un indicateur de l'ampleur de l'activité spéculative sur le marché des changes. En clair, l'équilibre sur le marché des changes est intimement lié à l'équilibre sur le marché du travail, moindre rigidité des salaires que des prix. L'efficacité des politiques monétaires et budgétaires dans un régime de taux de change flexible dépend du processus de fixation du salaire et de la part du profit. À propos des normes de change et des taux de change d'équilibre, deux grandes écoles s'affrontent. 1. Celle prônant le régime de taux de change fixe suppose implicitement ou explicitement des interventions étatiques coordonnées afin d'assurer au taux de change une stabilité permanente, et pour éviter les fluctuations erratiques. 2. Celle qui a plaidé pour un régime de taux de change flexible, fait davantage confiance au marché et à sa capacité de trouver son point d'équilibre par ses propres mécanismes. Elle est dans la lignée des théories monétaristes et néoclassiques. Ces deux conceptions n'ont pas résisté aux faits. Les cours des monnaies ne peuvent rester durablement déconnectés des fondamentaux et plus précisément des expressions monétaires des principales variables réelles. PIB, salaire, profit.
Les taux de change flexibles n'ont pas généré les évolutions convergentes vers l'équilibre escompté. Dans cette analyse, il est avancé une interaction entre les différents marchés, chacun transmettant ses tendances vers l'équilibre à l'autre. Le marché du travail par exemple s'équilibre à la faveur d'une flexibilité des salaires. Il en va de même du marché des biens et services qui retrouve son sentier d'équilibre grâce à la flexibilité des prix. Les partisans des taux de change flexibles sont de moins en moins nombreux. Le constat est fait, ce système d'échange est à l'origine d'une grande instabilité des balances des paiements et du système monétaire international. Je pars de la définition d'un statut de la monnaie, lui conférant une valeur pour aboutir à une détermination de la valeur relative, VRM, de la monnaie qui n'est rien d'autre que le rapport entre les valeurs propres de deux monnaies. Dès lors, le taux de change est exprimé en fonction de deux variables, la valeur relative de la monnaie, et une variable epsilon t qui exprime les comportements spéculatifs et aléatoires. Dans la définition de cette monnaie commune, celle-ci serait nulle. Epsilon t est positive dans le cas de monnaie convertible cotée librement sur les marchés d'échange. En refusant de considérer le taux de change comme un prix qui, comme tous les prix, serait en fin de compte déterminé par l'offre et la demande, on se situe d'emblée dans un autre champ d'analyse qui confère à la monnaie un statut particulier, celui de marchandise exprimant l'unité de temps de travail afin de servir d'équivalent général aux marchandises. D'où le lien entre valeur propre de la monnaie VPM et valeur ajoutée. Tout se passe comme si la monnaie nationale se présentait sur le marché international des devises avec un certain nombre d'acquis ou de handicaps qui sont mesurés par les fondements économiques, le différentiel de taux d'inflation, le différentiel de taux de croissance, le différentiel de productivité, etc. De cette confrontation, le marché d'échange valide ou non la parité fixée. Quel que soit le jugement porté sur le comportement des cambistes, les informations, news, qui apparaissent sur leur téléscripteur ont une signification réelle, hormis les mouvements spéculatifs. Les fondements économiques président la fixation du taux de change, mais les anticipations et spéculations sur l'évolution future de ces fondements entraînent la très grande variabilité des taux de change à très court terme, courbe en dents de scie. Comment passer d'une détermination de la valeur propre de la monnaie VPM à sa valeur relative? En reprenant la définition de la valeur de la monnaie en fonction de la valeur ajoutée VA, et après avoir décomposé celle-ci, on peut aller plus loin dans l'évaluation des liens valeur de la monnaie profit, valeur de la monnaie salaire, valeur de la monnaie capital circulant ou input, valeur de la monnaie capital, etc. Ainsi peut-on évaluer l'impact des fluctuations du prix des biens intermédiaires sur le taux de profit, et par là même sur la valeur de la monnaie. Nous supposons en effet qu'une monnaie s'apprécie, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat augmente, proportionnellement à l'accroissement du taux de profit et de l'efficacité d'une économie. Donc tout ce qui peut altérer l'évolution du taux de profit a un impact négatif sur la valeur propre de la monnaie. Les effets des fluctuations du salaire sur les prix et partant sur la valeur propre de la monnaie connaissent de notre point de vue un cheminement différent que celui décrit par la théorie dominante. Je ne considère pas les revalorisations salariales comme l'explication univoque des hausses de prix. Il convient d'intégrer la productivité comme facteur pouvant justifier les augmentations de salaire. La monnaie est comme un miroir reflétant les rapports sociaux de production et les modes de répartition des richesses. Toutes choses restant égales par ailleurs, il peut y avoir une croissance simultanée du profit et du salaire. A contrario, une hausse de l'expression monétaire du salaire, à plus-value monétaire et à prix du capital constant, pourrait se traduire soit par une baisse du taux de profit, soit par une augmentation du prix de marché des marchandises. Dans ce dernier cas, la VPM diminue. La monnaie en tant que rapport social entre les entrepreneurs et les salariés joue un rôle de régulation du taux de profit en présence de fluctuations importantes des salaires. Outre les relations causales réciproques entre la monnaie et les mouvements de profit, des salaires, des moyens de production et de la productivité, la monnaie ajoute à cette articulation-contradiction une articulation à préciser entre monnaie et crédit. Celle-ci met en exergue la capacité de remboursement d'une dette avalisée par le système bancaire hiérarchisé, banque centrale égale plus grand que banque de second rang. Si les crédits distribués ne trouvent pas de contrepartie dans la création des richesses,
il y a de fortes chances qu'une partie de ceux-ci ne soit pas remboursée. Dans ce cas, la monnaie se déprécie car il y a création monétaire excessive. Une fois définis les facteurs influençant la VPM, on aura à déterminer la valeur relative de la monnaie, VRM. Celle-ci est influencée par les dynamiques de comparaison entre les salaires du pays A et ceux du pays B, soit WA-WB. Il en va de même pour le différentiel de profit PA-PB, de la production QA-QB, des inputs et moyens de production MPA-MPB, des taux d'intérêt TIA-TIB et du travail direct agrégé dans chacun des deux pays LALB. La VRM serait la mesure la plus objective et réaliste du taux de change, qui représente les comportements spéculatifs. Elle se déduit à partir d'un processus dynamique de comparaison internationale de données présentes et futures, leur anticipation entre deux ou plusieurs pays. Le projecteur sera mis sur les évolutions différenciées selon les pays, aussi bien structurelles, organisation du travail, niveau de productivité, rythme de croissance, degré de spécialisation, modalité de répartition des revenus que conjoncturelles, politique économique, monétaire et financière. Il existe des évolutions structurelles différenciées selon les pays qui touchent pour l'essentiel les éléments qui entrent dans la détermination de la valeur propre de la monnaie, à savoir le salaire, le profit, la productivité et le capital. La conversion de la monnaie domestique en monnaie étrangère est soumise aux tensions internes de chaque espace national et aux distorsions qui naissent des différenciations nationales. La variabilité des taux de profit domestiques et étrangers imprime aux rapports économiques internationaux un caractère mouvementé et instable, et commande par là les déplacements incessants des capitaux pour la recherche du meilleur rendement physique et financier possible. Si la valeur relative de la monnaie reflète le rapport entre les valeurs propres des monnaies nationales, il s'y ajoute une variable qui mesure l'incertitude, les anticipations et les comportements spéculatifs sur le marché. On a au total TXC égale VRM plus epsilon T. Avec TXC égale taux de change. Une fois le cadre général tracé avec la définition de la VPM et de la VRM, le taux de change s'en déduit par la suite. Nous avons cherché à comprendre la formation d'un taux de change dépollué, des comportements spéculatifs. L'inconvertibilité se caractérise par une situation de déséquilibre en ce sens que les monnaies non soumises au mécanisme de marché d'échange, sauf à de rares exceptions, ne peuvent refléter les équilibres fondamentaux puisqu'elles sont fixées de façon administrative. Il n'est pas certain que la rationalité de l'interventionnisme étatique soit supérieure à l'efficience présumée des marchés. Les crises financières et économiques mondiales de 2008 et 2011 nous apprennent néanmoins à nous méfier davantage des lois immuables du marché, tout en préconisant des politiques mixtes publiques-privées. Il paraît nécessaire de traiter le problème de l'inconvertibilité en tant que système de fixation des taux de change, en dehors des mécanismes de marché. Pour certains, Mackinnon, 1988, l'inconvertibilité est un privilège octroyé aux PVD afin qu'ils puissent protéger leurs économies. Pour d'autres, c'est un handicap qui limite singulièrement les échanges avec leurs partenaires étrangers. S'il est vrai qu'on ne peut pas forger une théorie abordant le système de fixation des monnaies non convertibles, on peut néanmoins en discuter les conséquences et les effets. Il convient de cerner comment un taux de change répondant uniquement à une décision des autorités publiques, sans connexion avec le marché et la valeur relative de la monnaie qui résulterait de données économiques objectives, est à l'origine de déséquilibres financiers et d'une activité soutenue sur le marché parallèle d'échange. La montée de la finance internationale traduit la crise de l'endettement et la non-correspondance entre les crédits distribués et les richesses créées. Cette tendance est aggravée par une dérégulation illimitée des marchés financiers. Nous retrouvons le même schéma développé au niveau national sur la relation endettement égale plus grand que insuffisance de la croissance de la valeur ajoutée égale plus grand que dépréciation de la VPM. Les pays en développement qui ont emprunté une masse considérable de capitaux ont été incapables de les rembourser car leur croissance a été freinée et leur potentiel économique déséquilibré voire déstructuré. Les pays développés n'ont pas échappé à la crise financière qui obère leurs équilibres.
Les déficits s'accumulent et le cercle vicieux. Endettement égale plus grand que restriction budgétaire et monétaire égale plus grand que récession égale plus grand que chômage égale plus grand que endettement, s'auto-entretient. Le poids de la dette, les déséquilibres des paiements extérieurs et la faiblesse de la production nationale à répondre aux besoins des ménages, sont à l'origine du développement du marché parallèle des devises. En Algérie, celui-ci prit tellement d'ampleur que le taux qui s'y exprima commanda le taux officiel. Dès lors, le discours sur la convertibilité paraît peu crédible. Cela justifie d'aborder la question de l'inconvertibilité en liaison avec les marchés noirs des devises. Le débat est ouvert sur le lien entre l'inconvertibilité et les marchés parallèles. On peut s'interroger sur les choix à adopter en la matière. Deux positions extrêmes s'affrontent. La première repose sur une conception néolibérale et monétariste qui appelle à l'autorégulation par les forces des marchés, grâce au développement des différentes flexibilités, des prix, des salaires et des taux de change. La seconde prône une fixation administrative des taux de change. Dans la deuxième partie, je ferai un compte-rendu de mes interventions dans les médias depuis le déclenchement de la crise de 2011 en Europe et aux États-Unis. À chaque fois, j'ai rédigé des notes qui reprenaient les thématiques qui ont fait l'objet d'interviews et des émissions radiophoniques et audiovisuelles. Les textes seront insérés sans aucune modification, afin de replonger la lectrice et le lecteur dans le contexte de chaque phase. L'objectif est double. Comprendre ce qui s'est réellement passé à chaque étape de la crise en décortiquant les positions des acteurs publics et privés et mettre à l'épreuve des faits mes analyses et ma lecture des événements sans les modifier, ni les adapter au gré des circonstances qui les ont suivis. J'assume les erreurs, mais j'aimerais aussi que l'on apprécie à sa juste valeur mes pronostics et mes propositions avant-gardistes. Mon apport principal fut de tenir informé le public arabophone à travers les médias internationaux, et d'éclairer les dirigeants politiques et les investisseurs, notamment arabes, sur la pérennité de la zone euro et par là même de celle de la monnaie unique européenne. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Bruxelles du 21 juillet 2011 a tenu en haleine les opinions publiques du monde entier. La crise grecque et l'été meurtrier boursier faisaient craindre à une déflagration mondiale de la finance et l'économie réelle. J'ai mis en avant le rôle décisif de la Banque centrale européenne, qui a les moyens de jouer son rôle de prêteur de dernier ressort. Une lecture en profondeur des prises de position des dirigeants européens permet de dégager deux axes. 1. Celui de l'Allemagne et ses alliés du Nord qui défendent la réduction de la dette publique des pays membres de la zone euro par l'application d'une politique draconienne d'austérité. 2. Celui mené par la France et les pays du sud de l'Europe qui tentent de naviguer à vue entre défense de leurs modèles économiques et les attaques des marchés visant à faire monter les taux d'intérêt sur leurs obligations. Le couple franco-allemand avalise les positions allemandes, selon l'agenda économique et politique d'Angela Merkel. Lors du sommet Merkel-Sarkozy du 16 août 2011, la création des eurobonds chers aux Français fut abandonnée et enterrée dans l'accord Bruxelles du 26 octobre 2011. Les banques devront assumer leur part du risque grec en subissant volontairement une décote sur les obligations en leur possession. Le 8 et 9 décembre 2111, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'UE se réunirent pour la 16e fois depuis la crise de la dette fin 2009. Il sera question d'une grande coordination des politiques budgétaires et fiscales, et des convergences économiques. La Banque centrale européenne, BCE, limitera à 20 milliards d'euros le montant hebdomadaire qu'elle peut consacrer à des rachats indirects d'obligations souveraines de la zone euro. François Hollande, fraîchement élu président de la République française, défendra le plan de relance de la croissance économique à l'échelle européenne, lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. Il aura le soutien de l'Italien Mario Monti et l'Espagnol Mariano Rajoy, qui ont voulu faire baisser les tensions sur leurs émissions obligataires. L'élan est de courte durée, la croissance ne sera pas mise en exergue et la France se verra dégrader sa note par Moody's le 20 novembre 2012.
Pris dans le feu de l'action, j'ai résumé mes prises de position sur l'économie française dans une note envoyée au candidat à l'élection présidentielle François Hollande et à mes amis Pouria Amirchahi et Razi Hamadi, secrétaires nationaux du PS, ainsi qu'à Philippe Cordery, secrétaire général du Parti socialiste européen. Mes contributions ont retenu leur attention. L'euro, quelles conditions de survie? L'analyse fondamentale. Pourquoi l'euro est en crise? Mon analyse depuis 30 ans de la valeur de la monnaie. Par ailleurs, un vrai document programme, portant le titre « Des idées destinées au futur président de la République française » aborde les thématiques suivantes. La désindustrialisation dure depuis 40 ans. La formation. L'échec de l'ultralibéralisme. Le soutien aux PME, petites et moyennes entreprises. Le modèle allemand peut-il être la seule référence? Contrairement aux tenants de la pensée unique, j'ai constamment lié la crise en Europe à celle venant des États-Unis en 2008 et celle de la dette américaine fin juillet 2011. La chute des bourses l'été 2011 a été déclenchée par ce débat surréaliste entre républicains et démocrates sur le relèvement du plafond de la dette. Le 30/7/2011, j'ai déclaré au journal télévisé de France 24 en français qu'il y aura un accord entre Barack Obama et les élus républicains. C'est ce qui fut fait le 1er août 2011. La Fed, Federal Reserve, n'a pas lancé un troisième programme d'assouplissement monétaire dénommé QE3, Quantitative Easing 3, afin de calmer les marchés. De la même manière, le G8 ainsi que le G20 n'ont pas pris de décision de nature à brider la spéculation. Les gouvernements des pays les plus industrialisés se sont portés au secours des banques sans engagement de ces dernières, aggravant ainsi l'endettement public. Le sommet du G20 du 4 novembre 2011 n'a pas non plus élaboré une stratégie de relance des économies mondiales, alors que le chômage demeure un fléau inacceptable pour les populations. La réunion des ministres des Finances du G20 le 15 février 2013 à Moscou devait préparer le sommet du G20 qui s'est tenu en septembre 2013 à Saint-Pétersbourg au niveau des chefs d'État. L'accent n'est plus mis sur les restrictions budgétaires et la réduction de la dette des pays développés. C'est une rupture par rapport aux objectifs fixés au G20 de Toronto en 2010, qui prévoyait la réduction de moitié des déficits publics d'ici 2013 et le début du dégonflement de la dette à partir de 2016. Les joutes politiciennes aux États-Unis amplifient l'instabilité qui règne à l'échelle planétaire. L'absence de plan d'envergure pour résorber la dette publique avant le 31 décembre 2012 est à l'origine de la falaise budgétaire. Le non-accord entre républicains et démocrates a mis au chômage des centaines de milliers de fonctionnaires et paralysé les administrations et fait suspendre les contrats des sociétés privées avec le secteur public. L'année 2014 est celle de l'apaisement entre le Congrès et l'administration Obama. Les dirigeants européens, et notamment les Allemands, ont avancé vers des solutions de nature à rassurer les opérateurs économiques. Les banques centrales ont été en première ligne en injectant d'énormes liquidités auprès des banques. La Fed a annoncé le ralentissement des achats d'actifs par la Fed fin 2013, à raison de 10 MDS de dollars par mois jusqu'à l'automne 2014. Cela explique la baisse de l'indice de volatilité des marchés ces derniers mois. Cela explique les variations moins fortes des bourses face aux bouleversements géostratégiques en Ukraine, en Irak ou à Gaza. Mais les fragilités sont toujours présentes. L'occurrence de krach ou mini-krach n'est pas à exclure. Les relations compliquées entre les États-Unis et l'Union européenne, d'une part, et la Russie, d'autre part, sur fond de crise ukrainienne, posent la question du renouvellement du paradigme de la coopération Est-Ouest, dans un esprit constructif en faisant abstraction des comportements états-uniens visant à imposer la Pax Americana. Première partie, valeur de la monnaie et taux de change, les fondements d'une analyse. Chapitre 1, quelle politique de change et quel niveau des taux? Dans ce chapitre, l'accent sera mis sur le rôle des fondamentaux quant à la fixation du taux de change. Cela vise à chercher à conforter l'analyse qui impute aux variables réelles la prépondérance dans la fixation du taux de change. Les valeurs relatives des monnaies reflètent les différenciations de structure, de prix et des équilibres monétaires et financiers tant intérieurs qu'extérieurs entre les différents pays.
La valeur relative de la monnaie D domestique contre la monnaie étrangère F passe par une dynamique de comparaison des valeurs propres ou intrinsèques des deux monnaies considérées. Il sera démontré que la stabilité de la valeur propre de la monnaie est fondamentalement liée à l'évolution de la valeur ajoutée. Les distorsions que connaît celle-ci affectent celle-là. La difficulté de convertir dans une même unité des grandeurs initialement exprimées en monnaie de chaque pays montre à quel point les taux de change ne reflètent d'aucune manière les valeurs des quantités physiques, même s'ils sont téléguidés par celles-ci dans le cas des monnaies convertibles. Cela pose un problème de l'utilisation des monnaies nationales par les banques et les commerçants dans les affaires internationales. La théorie de la parité des pouvoirs d'achat sous-tend implicitement que le taux de change d'équilibre intervient entre les marchandises et les monnaies. Par ailleurs, le taux de change sert à relier le niveau des prix intérieurs au prix des marchandises étrangères. Au-delà des fluctuations à court terme d'échange, McKinnon suggère une correction d'un ordre de grandeur différent, afin de comparer les revenus nationaux des pays riches et pauvres. Le prix relatif des biens non échangeables, constate-t-il, est beaucoup plus faible dans les pays pauvres que dans les pays riches. Cette constatation n'est pas nouvelle. Les termes de l'échange entre PVD et pays développés sont en effet défavorables aux premiers. Mais McKinnon rajoute, en raison du fait que les dépenses de biens non commercialisables s'élèvent à environ 40% du PNB dans la plupart des pays, une conversion directe fondée sur les taux de change, qui tendent à aligner les prix des biens échangeables, sous-estime largement les revenus réels par habitant des pays les plus pauvres par rapport à ceux des pays les plus riches. Les déterminants structurels du change seront priorisés. Section 1. Taux de change d'équilibre et normes de change. 1. La PPA a une autre norme de change ? Afin de ne pas rester cantonné dans l'hypothèse exclusive de la substitution entre devises, McKinnon, 1988, page 83 à 103, suggère d'utiliser d'autres instruments intermédiaires tels que les taux d'intérêt qui serviraient à contrôler l'inflation mondiale. Les pays utiliseraient les écarts des taux d'intérêt afin de suivre des objectifs en matière de taux de change nominal. Même si la proposition de McKinnon affiche la simplicité de calcul et des normes de change qui font converger les politiques monétaires des pays à position symétrique, les critiques sont nombreuses. D'abord celles venant de ceux qui s'opposent au taux de change flexible, donnent une marge de manœuvre au pays dans l'arbitrage entre croissance et inflation. La PPA qui est à l'origine de cette proposition est contestée car les biens ne sont pas substituables, et leur acquisition ne se fait pas uniquement sur la base de leur prix. En outre, des taux d'inflation divergents apparaissent si les taux de change sont fixes et les productivités sont différentes. Dans ces conditions, l'objectif d'une inflation mondiale nulle semble difficilement réalisable. Dornbusch, 1988, reproche à McKinnon de ne pas prendre en compte le taux de change réel comme facteur influençant la balance courante. Le déficit courant des USA vis-à-vis du Japon correspond aux écarts entre l'épargne et l'investissement dans chaque pays et entre pays. De ce point de vue, la balance extérieure serait guidée par la politique budgétaire. Alors que d'après Dornbusch, le taux de change réel et le rôle des prix relatifs dans l'ajustement extérieur sont aussi importants, McKinnon ne prend en considération dans la détermination des taux de change que les mouvements non anticipés de demande de monnaie entre pays. Les anticipations concernant l'inflation déterminent la substitution entre devises. La proposition de McKinnon qui s'inspire de la théorie monétaire au niveau mondial, appelée par lui-même « étalon or sans or », est réfutée par les contradicteurs de l'approche monétaire. L'approche monétaire de la PPA n'est pas, comme le soulignent Krugman et Obstfeld, 1994, la plus représentative. Des approches plus réalistes permettent de faire de la PPA une pierre angulaire. Les échecs de la PPA doivent donner des indications sur la façon de construire des modèles plus proches de la réalité. Ces deux auteurs citent les motifs d'insatisfaction résultant de l'application de la théorie des taux de change, basée sur la loi du prix unique. Il ne saurait y avoir de prix unique, en raison des coûts de transport et des restrictions aux échanges. Ces barrières peuvent constituer des limitations sérieuses à la circulation internationale des biens. Le lien entre les prix des biens échangeables peut être rompu,
du fait des pratiques monopolistiques ou oligopolistiques sur le marché des biens. Les changements des taux de change ne peuvent compenser les différences dans les relevés officiels de l'inflation, car les statistiques d'inflation publiées dans les différents pays ne sont pas basées sur les mêmes paniers de biens. Par ailleurs, beaucoup de prix dans l'économie sont rigides et leur ajustement demande du temps. Les écarts par rapport à la PPA sont plus importants à court terme qu'à long terme. En cas de variation brutale des taux de change, les prix ne s'ajustent pas instantanément. Musa, de l'Université de Chicago, a établi une comparaison des déviations de la PPA sous des changes fixes et des changes flottants. Il conclut que les taux de change flottants conduisent plus systématiquement à des déviations plus fréquentes et plus importantes par rapport à la PPA. Normes de change, taux de change de référence, quel équilibre et à quel niveau? Bergstone et Williamson 1983 et Williamson 1985 distinguent trois concepts d'équilibre. Le taux de change de marché qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande, sans intervention publique. Cette notion d'équilibre, on la retrouve dans les modèles monétaires et concerne le taux de change nominal. Le taux de change d'équilibre courant TCEC correspond au taux qui résulterait d'un marché efficient et rationnel. Le TCEC dépend dans certains modèles de variables macroéconomiques. Le taux de change d'équilibre fondamental indique si une monnaie est sur- ou sous-évaluée. Le TCEF est selon Williamson un taux susceptible de créer un excédent ou déficit courant égal au flux de capitaux sous-jacents correspondant au meilleur niveau d'équilibre interne que peut atteindre le pays sans prendre des mesures protectionnistes. Il s'agit d'une notion d'équilibre de long terme où on parle de taux de change réel, c'est-à-dire du différentiel d'inflation entre les pays. Le TCEF peut varier en cas de mouvement de capitaux sous-jacents aux fluctuations de l'offre et de la demande de produits échangés, telles les évolutions de productivité ou les variations des termes de l'échange. Le TCEF correspond à une situation d'équilibre de long terme et donc plus stable, tandis que le TCEC est influencé par des variables comme les taux d'intérêt, la politique macroéconomique, ce qui le rend instable. Alors que le TCEF est fondé sur des normes concernant les flux de capitaux sous-jacents et la situation d'équilibre interne, le TCEC découle d'un modèle d'anticipation rationnelle dans un monde caractérisé par le cloisonnement et l'asymétrie de l'information. Le TCEF est une proposition de Williamson dans le cadre de sa définition d'une zone cible comme étant une marge de fluctuation des taux de change de part et d'autre d'un taux d'équilibre fixé en fonction de données économiques réelles, cette marge ayant fait l'objet d'un accord entre les différents pays. Cela a le mérite d'énoncer clairement le lien étroit entre taux de change d'équilibre et variables réelles, ainsi que les marges de fluctuation autour de cette valeur du taux de change. Le taux de change d'équilibre fondamental est le taux effectif réel qui est centré sur la compétitivité et la balance des paiements. Il est pondéré par la structure du commerce du pays et les différentiels d'inflation. Il n'y a pas de relation univoque prix-taux de change. Le TCEF étant déterminé à partir de facteurs réels, sert de référence à la PPA. Le calcul d'un TCEF va au-delà d'une extrapolation de la PPA, en considérant comme variables réelles permanentes les variations des termes de l'échange et des tendances de productivité. Ayant obtenu un niveau d'équilibre fondamental de la balance des paiements, Williamson essaye de calculer, pour une période de base, les taux de change nécessaires pour équilibrer la partie de la balance courante non couverte par les flux de capitaux. La balance courante CB est fonction des termes de l'échange TT, de la pression de la demande D et du taux de change effectif réel REX. CB égale F TT D REX. Le taux de change d'équilibre est le taux de change effectif réel nécessaire pour atteindre des objectifs de balance courante. En extrapolant par rapport à la période de base, 1976 à 1977, Williamson intègre des variables réelles dont il juge l'impact sur le TCEF comme étant important. Afin qu'un pays réussisse son intégration au sein d'une zone cible, il faut qu'il ait la volonté d'atteindre le bon taux de change qui participe à la réalisation d'une compétitivité durable. En outre, ce pays doit disposer d'un ancrage en termes de prix afin d'éviter les distorsions inflationnistes. La mise en place d'un système de change converge suppose un accord multilatéral dont les modalités sont les suivantes. 1.
Nécessaire volonté des pays de s'engager. Les zones cibles de Williamson n'exigent pas des marges dures, avec obligation d'intervenir pour éviter que le taux de marché ne s'écarte du taux central. Il s'agit au contraire de marges souples, qui permettent aux autorités de s'abstenir de défendre leur monnaie si elles le souhaitent. Néanmoins, le pays dont la monnaie dépasserait les marges autorisées doit entamer des consultations internationales afin d'assurer le retour des taux de change à l'intérieur des marges prévues. La coordination peut prendre la forme de convergence des politiques afin de réduire les déséquilibres majeurs. L'ajustement peut être plus mesuré en évaluant si les perturbations sont autres qu'économiques, et ou si l'impact sur la politique économique n'est pas négatif. Les marges de fluctuation sont de plus 10% autour des taux centraux, ce qui peut être en soi une parade contre les crises centrales en cas d'écart par rapport au taux central. La marge de 10% peut correspondre à la marge d'erreur quant au calcul du TCEF. 3. La modification des zones cibles est possible avec respect de méthodes de révision des taux centraux, qui tiennent compte du différentiel d'inflation observé et des données fondamentales des économies, à chaque fois que cela est nécessaire. Ce ne sera pas comme le système de Bretton Woods ou le SME, où les modifications interviennent par à-coups. Williamson définit la cible nominale comme une zone glissante. 4. Si les autorités affichent une totale transparence quant à leur estimation du bon niveau de taux de change, le marché dispose d'informations rendant la spéculation moins vigoureuse. Le pays qui poursuit des objectifs politiques spécifiques à sa situation est invité à ne pas pratiquer la stratégie du secret. C'est ce qu'a pratiqué le gouvernement hongrois au milieu des années 90. Les marchés seront orientés par une information complète et guidés par un point d'ancrage stabilisateur. 5. La gestion du taux de change impose le recours à des instruments de politique économique adéquats. Contrairement à l'approche monétaire Williamson, suggère que le taux de change ne doive pas être utilisé comme l'objectif exclusif de la politique monétaire. Il défend l'intervention coordonnée des deux pays concernés par les variations de leur taux de change. Le contrôle des capitaux permet d'influencer le taux de change, indépendamment des taux d'intérêt. Mais le degré d'utilisation d'un tel instrument se heurte à la libération des marchés financiers, au niveau international. La politique budgétaire peut mieux modifier la demande intérieure qu'influencer la balance extérieure. Cet instrument peu flexible selon Williamson est peu apte à orienter le taux de change. Une combinaison simultanée de ces différentes politiques serait plus judicieuse. Le système de zone cible présenté par Williamson essaye de se situer entre un régime de taux de change fixe et d'échange flottants. Les différentiels d'inflation sont atténués pour maintenir la cible réelle constante. Des marges souples facilitent l'ajustement de balance des paiements suite à des chocs réels permanents et permettent à la politique monétaire de gagner en indépendance. La notion de zone, si elle permet de corseter les marges de fluctuation des monnaies, ne saurait être assimilée à un système de taux de change fixe. Le mérite de la proposition Williamson est de diversifier les intervenants dans la détermination du taux de change d'équilibre, en intégrant les structures économiques et les changements réels touchant à la production et à la balance courante. On est loin du matraquage du FMI sur l'obligation de dévaluer la monnaie pour réaliser les ajustements extérieurs. Ceci ne doit pas dissimuler les difficultés inhérentes au mode de calcul des taux d'équilibre interne et le bon taux. Le cas des États-Unis pose problème. Le pays devenu emprunteur net de capitaux dispose d'une monnaie qui joue un rôle international. La prise en compte du dollar dans les calculs et les pondérations peut influencer les résultats relatifs à la définition des taux réels. Autre problème non négligeable, la place des PVD dans un tel système, l'exclusion implicite des monnaies non convertibles qui sont plus ou moins administrées. Ne faudrait-il pas privilégier des zones géographiquement bien définies, mais avec une coordination interzone ? Il est certain que l'esprit de domination de certaines, si ce n'est pas de toutes les devises clés, est anti-coopératif et de nature à perpétuer les perturbations monétaires internationales. Il faut souligner que les systèmes monétaires régionaux ne résistent pas à l'hétérogénéité des structures économiques des pays qui en font partie.
Même lorsqu'il y a des efforts de convergence des politiques économiques et monétaires avec des sacrifices énormes en termes de croissance et de chômage, une union monétaire peut capoter. Ce fut le cas du SME en août 1993. C'est pour cela qu'une politique de change d'un pays, en l'occurrence peu développé économiquement et subissant les dominations internationales les plus diverses, économiques, politiques, monétaires, financières, devrait reposer sur des objectifs, des normes ou des références de taux de change qui seraient liés aux fondements structurels. C'est l'efficacité économique et sociale, ainsi que la capacité de créer des richesses en quantité et en qualité appréciables qui fondent la solidité d'une monnaie. Nous proposerons notre méthodologie propre, mais il serait intéressant de connaître les tentatives de mesurer le taux de change par des déterminants structurels. 3. Déterminants structurels du change, quelles mesures ? Certains organismes internationaux fournissent des taux de PPA au niveau des PIB et de la demande finale. L'indice du taux de change réel pour un pays A et un agrégat I, XRA est égal au rapport entre le taux de change nominal et le taux de parité internationale des prix, PPP, de cet agrégat. Le calcul des normes de change se fait selon la prise en compte de l'équilibre interne et externe des pays. Lafay, 1985, a proposé une approche où l'aspect normatif est déterminant. Pour définir les taux de change de référence, il s'appuie sur le mode de répartition des déséquilibres entre pays en tenant compte de leurs propres structures économiques. Ces déséquilibres ne disparaissent pas à la faveur de l'interdépendance croissante entre les principaux pays de l'OCDE, car chaque économie présente des spécificités différentes qui sont aggravées par le dysfonctionnement du système monétaire international. Une zone est considérée par Lafay comme un ensemble à somme nulle, du fait que les déséquilibres de balance extérieure ou de chômage se répercutent sur les autres pays de la zone OCDE. Afin d'empêcher l'apparition de déséquilibres déstabilisants, il propose des indicateurs permettant une répartition proportionnelle de ces désajustements au sein de l'OCDE au prorata du PIB. Il en va de même de la répartition du chômage. Lafay montre que les écarts des soldes courants et des taux de chômage sont fonction des conditions de partage du produit intérieur brut au sein de l'OCDE. Les distorsions de revenus entre les pays de l'OCDE commandent les écarts relatifs des soldes courants, tandis que les écarts relatifs de chômage sont liés aux distorsions de production. De ceci, il déduit des parts normales de chaque pays tant dans le revenu que dans la production globale de l'OCDE, d'où découlent des indices de taux de change réel normal. Si l'on prend un ensemble de pays de référence, l'indice de change réel d'un pays exprime l'écart entre sa part dans le revenu en tant que celui-ci et le PIB mesuré en valeur internationale, et sa part dans la production, PIB mesuré à la PPA. Krugman, 1989, met en parallèle croissance rapide et déficit avec en prime une bonne combinaison d'élasticité, revenu et une tendance à l'excédent. Chapitre 2. De la valeur propre de la monnaie à sa valeur relative. Depuis l'abandon de toute indexation des monnaies sur l'or, la recherche d'un taux de change réel d'équilibre est définie tantôt en termes réels, théorie de la PPA, tantôt en termes monétaires et financiers. La conception orthodoxe cherche à établir un prix d'équilibre ou prix unique stable pour une marchandise. Nous avons examiné les différentes conceptions relatives au taux de change d'équilibre, aux normes de change et aux taux de change qui coïncident avec les fondamentaux. Camille Sari, 1987. Le flottement des monnaies a imposé une recherche constante d'un ancrage réel ou monétaire et financier, celui des taux d'intérêt sur les actifs financiers par exemple. Depuis la fin de l'étalonnage des monnaies en or, la connexion des deux circulations, domestique et internationale, a donné lieu à un débat qui s'est achevé sur la mise en place du système de Bretton Woods en 1944. Aux tenants du libéralisme, qui prônent le flottement des monnaies, les interventionnistes répondent par des taux de change gérés collectivement, exemple l'euro, ou par une institution supranationale, monnaie internationale, Gutmann, 1994. Forcer les mécanismes économiques et monétaires peut s'avérer désastreux pour la croissance et l'emploi. L'analyse qui suit essaye d'analyser la valeur de la monnaie reflétant les fondamentaux, sans que les comportements spéculatifs du marché ne l'emportent. La difficulté d'aboutir,
et ce quelles que soient les méthodologies et les voies d'analyse qui seront empruntées, réside dans deux types de contradictions. 1. La monnaie nationale, qui doit acquérir une valeur au niveau national, subit l'épreuve de l'articulation entre la circulation intérieure et la circulation internationale des monnaies. 2. L'articulation entre circulation industrielle et circulation financière, selon les expressions de Keynes, la dernière déterminant le taux de change, ne se fait pas sans douleur. En même temps que les monnaies nationales expriment les prix des biens et services, elles sont aussi considérées comme actifs financiers. En principe, même en change flexible, la confrontation des offres et des demandes de devises, en liaison avec les ajustements des prix domestiques, devrait déterminer un taux de change réel d'équilibre des transactions courantes entre pays. Mais ce taux n'existe pas. Les facteurs financiers jouent pleinement. La monnaie unité de compte et moyen de circulation des marchandises est liée au crédit et à la finance. En l'absence donc de cette monnaie internationale, il convient de déterminer les variables qui influencent de près ou de loin la valeur intrinsèque ou propre de la monnaie ainsi que sa valeur relative. Le taux de change est l'addition de celle-ci et d'une variable représentant des facteurs non fondamentaux, et dont on parlera plus loin. Nous cherchons à définir le taux de change qui répondrait le mieux aux conditions d'échange marchand équitable reflétant le plus fidèlement possible les rapports de prix des marchandises échangées par deux pays A et B, en supposant qu'il existe des prix de référence des biens échangeables. Section 1. De la détermination de la valeur propre de la monnaie. 1. Une présentation générale. Trois types d'analyses sont possibles. 1. Celle qui considère le taux de change le plus approprié comme étant celui qui reflète le mieux les rapports des prix aux valeurs. Cette conception marxiste est conditionnée par la vérification sur les plans théoriques et empiriques du processus de transformation de ceux-ci en celle-là, si tant est qu'il existe une mesure de la valeur travail. Cette détermination se ferait selon les mécanismes du marché. 2. Celle qui recommande une centralisation et une fixation autoritaire de la relation prix-valeur, et partant de la valeur externe de la monnaie. Ces deux conceptions d'inspiration marxiste sont très minoritaires. 3. Celle keynésienne et néo-keynésienne, qui recommande une combinaison tout d'abord des mécanismes de marché et de la rationalité publique, collective qui s'exprime par une intervention efficace de l'État sur les marchés. Suite aux travaux de Follet exposés précédemment, nous proposons de définir la valeur de la monnaie de la façon suivante. M égale valeur de la monnaie. PSN égale produit social net. L égale travail direct abstrait agrégé pour produire les biens. VA égale valeur ajoutée. W égale salaire. P égale profit. Cette définition de la valeur de la monnaie synthétise la relation valeur ajoutée-valeur de la monnaie. La valeur ajoutée agrégée est égale à la valeur monétaire des biens consommés ajoutée la valeur monétaire du changement dans les stocks des biens entre le début de l'année et sa fin, incluant les stocks des moyens de production. La VA agrégée est la valeur du produit net marchand. Le travail abstrait agrégé est égal à la somme du travail incorporé dans la production, et plus clairement c'est la valeur travail du produit marchand net. La valeur travail abstraite agrégée elle est la somme du travail indirect et direct de toutes les firmes, et la valeur travail du produit marchand net. En décortiquant VA, on peut aller plus loin, dans l'évaluation des liens valeur de la monnaie profit, valeur de la monnaie salaire, valeur de la monnaie input, valeur de la monnaie capital, etc. L'essentiel est de vérifier empiriquement les liens valeur de la monnaie et des agrégats comme le salaire, le profit, les inputs, etc. En liant taux de profit et masse de profit, on crée une passerelle entre VPM et taux de profit. Ce faisant, on peut disposer d'une relation VPM, taux d'intérêt via le taux de profit. On peut supposer que l'intérêt se déduit du profit, son taux est celui du taux du marché financier. Il est également fonction de l'offre et la demande de crédit. Au total lier la VPM à la VA, c'est lier la monnaie au total des marchandises produites, à la richesse nouvellement créée. Afin de stabiliser sa monnaie nationale le peso, l'Argentine a gagé l'émission de sa monnaie sur les entrées en devises, ce qui est forcément réducteur.
Les contreparties monétaires ne peuvent se résumer au seul poste de la balance des paiements or et devises. L'aboutissement de nos recherches devrait déboucher sur l'évaluation des facteurs qui influencent la valeur intrinsèque ou propre de la monnaie. La monnaie sera-t-elle reliée exclusivement aux marchandises produites, ou plus précisément aux richesses générées par l'activité économique dans leur globalité, y compris les services? Même si la réponse tend à être positive, on ne peut négliger le rôle de facteurs multiples aussi bien monétaires que financiers et les contraintes extérieures. La VRM en tant que rapport des VPM du PIA et VPM du PIB sera déterminée par les comparaisons de leurs composantes respectives. Ainsi, la VRM est alors influencée par les dynamiques de comparaison entre les salaires du PIA par rapport au PIB, soit WAWB. Il en va de même pour le différentiel de profit PA, PB, de la production QAQB, des inputs et moyens de production MPA-MPB, des taux d'intérêt TAI-TIB et du travail direct concret dans chacun des deux pays, la livre. La VRM peut être considérée comme une mesure objective et réaliste du taux de change qui exclut par définition les facteurs représentant les comportements spéculatifs. Ce qui réglera le problème de l'inconvertibilité des deux monnaies et garantira une stabilité monétaire certaine, dans la mesure où les agrégats qui influencent l'évolution de la VRM sont beaucoup plus rigides que les comportements spéculatifs et où une détermination par le marché. Le choix d'un déflateur se justifie par le souci d'écarter l'influence négative que pourrait exercer l'inflation sur la VRM. Mais le risque est de voir le pays à fort taux d'inflation exporter moins, car si ses prix intérieurs augmentent alors que le taux de change est constant, il sera moins compétitif. Dans le même temps, on peut laisser à chaque pays le soin d'ajuster ses prix à l'export sur ceux de son partenaire étranger avec un taux de change constant. Un autre problème à régler dans le calcul de la VPM serait d'intégrer la comparaison prix-valeur en d'autres agrégats empiriques. Ainsi W, P, MP, input, influence la VPM lorsqu'il y a un écart entre W constant ou déflaté et W en prix courant, idem pour le P, MP, input. Dans ce cas, la VRM doit refléter l'évolution des VPM telle qu'elle se présente de cette manière. Deux solutions sont possibles. 1. VRM enregistre toutes les variations des VPM en tant que celles-ci sont des boîtes d'enregistrement des variations des prix des agrégats par rapport aux mêmes agrégats déflatés. 2. VRM serait défini comme précédemment, mais grosso modo selon l'évolution des PIB déflatés des deux pays. Mais afin de simplifier l'analyse, la question de la transformation est supposée réglée. La valeur de la monnaie externe ou VRM reflèterait dans ces conditions les niveaux et l'évolution des productivités de ces pays. Lorsqu'on arrive au taux de change, il est défini comme l'addition de la valeur relative de la monnaie VRM et une variable epsilon exprimant l'incertitude, les anticipations déstabilisantes, la spéculation et autres facteurs irrationnels. On aura alors E égale VRM plus epsilon. E. De la monnaie à l'expression de sa valeur. J'ai donné une définition de la valeur de la monnaie, se rapprochant de celle donnée par Follet. Dans nos développements ultérieurs, nous essayerons de décrire avec un peu plus de détails les facteurs qui la font varier. Les motivations d'un recours à la monnaie pour définir le taux de change sont les suivantes. Quel que soit le jugement que l'on peut porter sur le niveau de rationalité régnant sur les marchés d'échange, la monnaie est jugée d'après ses caractéristiques propres et son rendement financier actuel et ou futur. Si l'on fait une lecture plus fine des réactions des cambistes aux informations qui tombent sur leurs téléscripteurs, le taux de change ne réagit pas forcément aux seules nouvelles financières mais aussi au dollar US, le Deutschmark, le franc français ou le yen répondent à des phénomènes réels. Ces devises clés ne varient pas seulement à l'annonce d'une hausse ou d'une baisse des taux d'intérêt, mais également aux chiffres du chômage, de l'inflation, de la pression salariale actuelle ou anticipée, des prix de gros ou de détail, du solde de la balance commerciale entre autres. Depuis plusieurs mois, les variations du dollar sont analysées à la lumière de l'évolution de la conjoncture états-unienne, et plus précisément le niveau de sa croissance économique. Comme l'écrit le journaliste de La Tribune, du 25 mars 1997, la rémunération relative d'une monnaie ne constitue que l'un des déterminants des taux de change.
En effet, la maîtrise des conséquences d'une surchauffe présente ou prévisible impose une manipulation des taux. Leur anticipation par les agents donne lieu à des pressions sur la monnaie dans un sens haussier, baisse des taux d'intérêt, ou baissier, hausse des taux d'intérêt. Dans le même article cité ci-dessus, peut-on lire : enfin, les anticipations d'essoufflement de la croissance états-unienne que provoquerait immanquablement une hausse des taux feraient perdre au dollar l'un de ses principaux pouvoirs d'attraction. Ce sont essentiellement les décalages conjoncturels en sa faveur qui ont alimenté sa reprise. L'action sur les taux ou par la politique monétaire répond à des impératifs fondamentalement économiques. Il n'est donc pas étonnant qu'un travail sur le taux de change soit assorti d'un développement plus détaillé sur les variables qui influencent la valeur de la monnaie. Le point de départ est la relation simple d'équivalence entre la monnaie, qui a une valeur qui lui donne un pouvoir d'achat, et la somme des marchandises en circulation. Outre la PPA, la relation est d'équivalence entre monnaie et marchandises. Elle est présente aussi bien dans la théorie marxiste que dans la théorie keynésienne et post-keynésienne. Afin d'isoler les effets de la valeur de la monnaie sur les différentes composantes de la VA, considérons dans un premier temps les hypothèses restrictives H1, H2, H3, H4. Une fois qu'on a reconnu à la monnaie un statut, marchandise particulière, qui lui confère une valeur, on est en droit de se demander sur les raisons qui font fluctuer cette dernière. L'impuissance des théories traditionnelles à intégrer la monnaie dans l'économie de façon satisfaisante n'empêche pas d'autres tentatives en ce sens. Dans ce travail, nous avançons deux arguments clés pour définir les contours d'une approche de la valeur intrinsèque ou propre de la monnaie. 1. Suivant une conceptualisation empruntée à S. de Brunoff, la monnaie est un rapport social, ce qui est contraire à la thèse de sa neutralité. 2. La monnaie est intégrée dans les procès de production et dans la répartition des richesses. La monnaie est un rapport social se manifestant à tous les stades de la production, achat de matières premières, machines, forces de travail, et dans la circulation des marchandises. Cela est compatible avec l'insertion de la monnaie dans les différentes phases du procès de production et de circulation marchande. La monnaie exprime, tout en les amplifiant, la distribution des richesses. La monnaie et sa valeur sont reliées à la marchandise. Afin de déterminer une substance commune aux différentes marchandises, il convient de leur trouver un dénominateur commun. La qualité commune des marchandises est d'incarner des valeurs exprimant le travail présent ou passé, contenu en elles au terme du processus complexe de sa production. Dans une économie monétaire, il est difficile de concevoir un échange de marchandises sans monnaie. Dès lors, la monnaie est introduite comme rapport social, de Brunoff 1979. La marchandise-monnaie sert d'expression directe de la valeur des marchandises. Elle est la seule à pouvoir devenir échangeable avec toutes les marchandises. La monnaie, intermédiaire quasi incontournable dans l'échange, ne doit cependant pas être perçue comme un simple moyen de circulation des marchandises. La monnaie est présente dans tous les stades de la production et de la circulation. Dès lors que nous avons admis la non-neutralité de la monnaie et sa nécessaire intégration dans le processus productif, reconnue par la théorie keynésienne et marxiste, on peut développer les influences réciproques entre la valeur de la monnaie et les variables réelles. À chaque stade du procès de production et de circulation marchande correspond un rapport monétaire. Supposons dans un premier stade qu'il y a transformation de l'argent en marchandises. Cela passe par une acquisition d'une part des moyens de production MP et d'autre part le paiement d'un salaire W. Toute modification en effet dans la valeur de la monnaie affecte à la fois MP et LW, le travail salarié quantitativement et vice-versa. Autrement dit, une baisse de la valeur de la monnaie influe sur le salaire et renchérit les moyens de production importés, ce qui modifie le capital K productif de valeur. Tout dépend dès lors de la réaction des salariés face à la baisse de leur pouvoir d'achat consécutive à une dépréciation de la monnaie. Pour maintenir le taux de profit, les entrepreneurs disposent de mécanismes d'ajustement tels que les prix. De tels mouvements sont susceptibles de faire varier la valeur de la monnaie, et par là même sa valeur relative et donc le taux de change. Si LW apparaît comme fonction du capital engagé, ce n'est pas uniquement parce que la monnaie intervient sous sa forme de paiement rémunérant une activité humaine.
La dépense de l'argent sous cette forme est une nécessité dictée par la séparation entre LW et MP. Ce n'est pas de la nature de la monnaie que ce rapport résulte. C'est au contraire l'existence de ce rapport qui conditionne cette fonction monétaire, qui sera fatalement conditionnée par une modification du rapport d'échange de la monnaie. L'insertion de celle-ci dans la composition et le déroulement du premier stade du processus productif se fait sous l'hypothèse d'une économie monétaire versus système de troc. La monnaie est un rapport social de production qui doit être inséré dans les procès de production et dans la circulation des marchandises. La détermination de sa valeur est liée au mouvement qui affecte ces mêmes procès, et toute variation de son rapport d'échange modifie les différentes phases du processus productif. Il s'agit d'un circuit en parfaite continuité. Ainsi, au fur et à mesure qu'on avance dans l'enchaînement traduisant le renouvellement continu de l'avance monétaire et son retour sous forme monétaire, on ne peut guère éluder les effets des rapports monétaires et donc l'impact de leur variation. On a alors une immixtion permanente de la monnaie dans tout le cycle répété. La monnaie rapport social intervient également dans les relations d'affaires entre un entrepreneur et un autre entrepreneur, avec dans certains cas des tentatives de domination de l'un par rapport à l'autre, entre donneurs d'ordre et sous-traitants par exemple. La monnaie équivale générale ne peut pas rester neutre ni indifférente au déroulement de la production marchande et aux modifications qui affectent celle-ci. Lorsqu'en effet la valeur de la marchandise se modifie, on est dans l'incertitude quant à la cause principale. S'agit-il d'une modification dans les conditions de sa production ou d'un changement dans la valeur de sa forme-valeur, la monnaie, et dans quelle proportion ? La monnaie considérée comme un rapport social est comme une chambre d'écho des différentes tensions qui se font jour autour de la répartition des richesses entre agents économiques. Il s'agit de mettre en relief la position de la monnaie au sein de rapports conflictuels entre salariés et entrepreneurs, et entre industriels et banquiers. Étant donné que la monnaie est aussi un rapport social, la détermination de sa valeur est liée au mouvement qui affecte les éléments constitutifs de la totalité des valeurs des marchandises. Mais l'enseignement le plus important est le lien qu'entretient la valeur de la monnaie avec à la fois la totalité des prix des marchandises, la valeur ajoutée et ses composantes W, profit, MP, et Q, l'output. La monnaie définie comme étant une marchandise particulière requiert le statut d'équivalent général et suppose une identité de substance avec l'ensemble des marchandises en circulation, à savoir le quantum de travail présent ou passé qui y est contenu. Mais en tant qu'équivalent général, étalon des prix, elle est mesure des valeurs. Étant donné la supposition de la réciprocité dans les relations causales entre variables, on peut dire que les variations de P, MP, T, Q, LW et W impliquent des changements dans la valeur de la monnaie. Les variations des prix de MP, W, P, T, Q et LW ont des répercussions sur la valeur de la monnaie, toutes choses restant égales d'ailleurs. Afin de mieux appréhender ces différents mouvements influençant la valeur de la monnaie et donc le taux de change, il faudrait intégrer celle-ci dans les différents procès de production, qui incluent la force de travail et les biens capitaux, de circulation marchande et de répartition des richesses, qui commandent la formation des revenus et un nouveau cycle de capital. Delta P égale delta W. C'est à partir de là que se fait notre analyse de détermination de la VPM, valeur propre de la monnaie. En outre, les mouvements de MP, W, Q, LW influencent le niveau du taux de profit. C'est en fin de compte des fluctuations du taux de profit que proviennent toutes les perturbations affectant les rapports monétaires entre entrepreneurs et salariés et au sein de la classe des entrepreneurs. Le comportement de l'État aussi bien dans la gestion de la monnaie que dans celle de l'économie est également altéré. Ces perturbations bouleversent la valeur propre de la monnaie. Les déséquilibres fondamentaux sont à l'origine des distorsions monétaires. Voilà le postulat qui sous-tend les développements qui vont suivre. La valeur de la monnaie se déprécie. Les prix augmentent lorsque le prix des moyens de production s'accroît ou si les coûts salariaux augmentent plus vite que la productivité du travail. Inversement, la création de richesses nouvelles sans augmentation du travail salarié LW, ni des biens capitaux, contribue à l'appréciation de la VPM, les prix baissent. L'on écrit la valeur de la monnaie comme suit. VM égale LY. I égale PQ d'où
avec Q, quantité, volume de la production. P, niveau général des prix. LQ, inverse de la productivité physique du travail. 1P, inverse du niveau général des prix. Lorsque QL s'accroît, LQ fléchit. Les prix varient avec les valeurs des biens. Si la productivité augmente, la valeur des biens baisse. Si les prix monétaires reflètent les valeurs, les prix baisseront. Mais si la productivité physique du travail s'accroît, la valeur baisse au même titre que les prix. Dans ce cas, VM reste constante. La baisse de LQ sera compensée par une hausse de 1P car P baisse. La valeur de la monnaie ne se déprécie pas. Cependant, si les prix ne baissent pas, on est en déséquilibre structurel. L'égalité entre sigma prix égale sigma valeur est dès lors rompue. Si la valeur de la monnaie reste constante et la productivité du travail augmente, les prix baisseront moins que proportionnellement. Par ailleurs, on pourrait inverser l'égalité. C'est la variation de la valeur de la monnaie qui induit une variation du niveau général des prix. La relation valeur-prix dépend également de la composition organique du capital. En expliquant l'écart entre sigma valeur et sigma prix par la variation de la valeur de la monnaie, notre développement dans le document 3 trouve toute sa justification. Pour saisir les fluctuations de la valeur de la monnaie, il est plus que nécessaire d'intégrer celle-ci dans les différents stades du procès de production et de circulation marchande. La monnaie intervient dans l'évolution de MP, LW, W et le capital K et en fin de compte de P, en liaison avec les prix de ces derniers. La monnaie est, à cet égard, considérée comme un catalyseur de rapports sociaux conflictuels qui se font jour dans les fluctuations de ces différentes variables. C'est aussi un moyen de diffusion directe ou indirecte de ces différentes tensions. La monnaie agit directement sur les mouvements de W, MP, LW lorsque l'État ou des groupes de pression tentent de peser sur sa valeur pour modifier le rapport monétaire en leur faveur. Le biais par lequel transitent les perturbations sont les prix. Nous aurions à aborder par exemple l'influence des fluctuations du prix des matières premières et des produits semi-finis sur le prix de MP et sur le taux de profit, et par là même sur la VPM, la VRM et le taux de change. En intégrant la monnaie dans les procès de production et de circulation, nous disposons d'un outil supplémentaire pour analyser le mouvement de la VPM, dans la mesure où celle-ci subit les perturbations repérées dans les différents stades du cycle. Dans une phase ultérieure, on introduit l'état. Celui-ci apparaît là où les tensions engendrent des situations difficilement gérables. Il y a alors une reconnaissance implicite d'une action régulatrice de l'État en faveur de la résorption des conflits afin d'éviter les déséquilibres sociaux. Mais quelle que soit la solution qui est préconisée, les contradictions demeurent toujours et on peut se demander si elles ne sont pas elles-mêmes source d'instabilité et de tensions permanentes qui nient toute possibilité de réaliser l'équilibre macroéconomique dit général, ou l'équilibre partiel puisque chaque secteur économique est rongé par des antagonismes d'intérêts. C'est de cette situation de déséquilibre économique que résultent les perturbations monétaires qui affectent la valeur propre de la monnaie. Enfin, l'analyse du rôle économique de l'État doit embrasser aussi bien la politique monétaire que la politique budgétaire mais aussi l'intervention réglementaire qui joue un rôle important dans le fonctionnement économique. Régulation de certains prix, restrictions douanières et commerciales, fiscalité directe et indirecte, accompagnement économique, réglementation du marché du travail, etc. La pratique étatique du cours forcé a expulsé la monnaie métallique de l'enceinte nationale de circulation. Les billets émis par la Banque centrale, devenus inconvertibles en or, fonctionnant comme moyen de paiement parce que l'État impose leur acceptation sans restriction par obligation légale. Cette transformation profonde du système monétaire va modifier la gestion des crises. C'est l'État qui devient le gérant de l'équivalent général. Cela pose d'emblée le problème du statut de la monnaie et incite à un effort d'insérer la monnaie avec ses trois fonctions. Mesure des valeurs, moyen de circulation et réserve des valeurs et de n'en négliger aucune. Cela est supposé être conforme aux relations positives entre valeur de la monnaie valeur ajoutée et entre valeur de la monnaie et les différentes composantes et dérivées de la VA. Nous proposons d'emblée ceci. La valeur interne d'une monnaie s'apprécie,
son pouvoir d'achat augmente en termes d'unités de travail à commander, lorsque la valeur ajoutée s'élève. La solidité d'une monnaie provient de la bonne santé de son économie. Nous examinerons comment concrètement, la monnaie enregistre les mouvements des différentes composantes du procès de production et de répartition. La monnaie ne se résigne pas à ce rôle passif, mais agit elle-même sur ces variables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.